Championnat du monde WBO des mi-lourds, le duel tant attendu Erdei-Sanoun va enfin avoir lieu. Après 2 années de sacrifice pour retrouver sa place au firmament de la boxe, Mehdi Sanoun monte sur le ring pour le combat de la dernière chance. Réunion de Halle, championnat du monde WBO des mi-lourds, ce soir à 23h05 en direct sur Canal+. Ernest, la passion du sport. Bonsoir à tous, toute l'équipe de Jour de Foot à votre service pour tout voir, tout savoir, tout entendre, tout comprendre de la 12e journée du championnat de France de Ligue 1 et plus si affinité. Voilà le programme, c'est maintenant, on y va. Avec la victoire de Lyon, vous l'avez vécu sur Canal, Paris et Bordeaux, les Dauphins qui n'ont plus le droit à l'erreur ce soir, Paris qui reçoit Nancy, Bordeaux qui se déplace à Toulouse, c'est le derby de la Garonne, on va suivre évidemment également Lille-Nantes et Nice-Auxerre. Et puis demain, tous les résumés dans Jour de Foot à 20h40 pour les rencontres de dimanche à 18h, notamment Sochaux-Monaco qui est à suivre sur Canal+ Sport. Le grand match Canal, c'est bien sûr Saint-Étienne-Marseille, demain à 21h. Première destination de ce jour de sport ce soir, c'est Villeneuve-d'Ascq qui nous appelle pour Lille-Nantes. Le LOSC qui reste sur une prestation encourageante en Ligue des Champions face à Manchester, mais qui craint les répliques de la fatigue face à une équipe nantaise qui a un petit moral. En effet, pas de victoire depuis 4 matchs de championnat. Sur place, Philippe Genin. Et méfiance quand même parce que ces Lillois, eux n'ont plus gagné maintenant depuis 1 mois exactement en championnat, même si les résultats sont quand même assez performants. Ils se font surprendre un petit peu ici par ces Nantais dès les premières minutes avec Diallo, puis Frédéric Darocha titulaire. Le jeu à la nantaise, on joue à une touche de balle, Diallo à la conclusion et Emers Faé, ça ne passe pas face à Tony Silva. Darocha à la manœuvre, puis Emers Faé qui est encore là pour tenter d'effacer Tony Silva. Il y a également Diallo, mais derrière la défense lilloise, Romagné une nouvelle fois résiste. Romagné parce que Schmitt est un petit peu blessé, il est absent ce soir en défense centrale. On retrouve tout simplement à sa place Vitakic. Derrière, Tavladidis dégage, mais les coups francs se multiplient pour les Nantais avec Capou et la superbe envolée ici de Tony Silva, déjà impérial face à Manchester en Ligue des Champions il y a quelques jours. Regardez, là il se détend bien parce que c'était l'ouverture du score en faveur du Football Club de Nantes Atlantique. Les coups de pied arrêtés se multiplient, on vous l'a dit. Corner pour Frédéric Darocha. La tête magnifique de Mauro Seto, sauvé sur sa ligne par Taforo. Partie de billard devant la cage de Tony Silva. Là, les joueurs de Claude Puel s'en sortent bien, énormément même. Regardez, parce que derrière, s'il n'y avait pas eu Taforo, ça faisait 1-0. Coup de pied arrêté, l'un des premiers pour la formation de Claude Puel avec Asimovic. Et puis la faute de main de Michael Landreau et son poteau qui vient le suppléer. C'était quasiment dans la continuité de l'occasion nantaise il y a quelques instants sur coup de pied arrêté. Regardez cette faute de main de Landreau en fin de contrat avec Nantes. Il attend des nouvelles pour prolonger ou être transféré. Les coups de pied arrêtés se multiplient également pour Lille. Cette fois, ça passe avec Dernis à la baguette et surtout Jean de Makoun qui marque son 4e but de la saison, le 4e de la tête. C'est décidément bien lui le meilleur réalisateur dans cet exercice pour notre championnat de France de Ligue 1. 22 minutes de jeu contre le cours du jeu. C'est Lille qui mène au score 1-0. Les Nantais, on attend de la réaction. Eh bien, elle viendra peut-être en seconde période avec la pluie, s'il vous plaît. Les voici, ces Nantais, la touche de Sinorino. Puis Darocha. Sinorino, l'un des meilleurs Nantais ce soir, tente de trouver l'ouverture ici avec Darocha. Darocha dans l'axe. Il y a un coup franc obtenu pour cette faute de Dernis sur l'incursion. Vous l'avez vu de Dimitrijevic qui vient de faire son entrée. C'est Dimitrijevic ici qui frappe sur un coup franc et c'est Tony Silva qui détourne. Cette équipe nantaise qui n'a plus marqué depuis avril dernier sur coup de pied arrêté, sur coup franc direct. C'était face à Lille ici même et c'était un but de Savino. Jean de Makoun pour Matt Moussilou. Moussilou qui cherche les bonnes solutions. Moussilou ici qui perturbe la défense, qui tente sa chance et qui marque un but magnifique à la 86e minute. Joyeux anniversaire à sa maman qui fêtait aujourd'hui ses 45 ans.
d'Eli France. Il allait sortir une poignée de secondes plus tard. C'est son 3e but de la saison. En tout cas, pour lui, c'est un grand moment de bonheur, comme pour tous ses copains, qui s'imposent face à cette équipe du Football Club de Nantes Atlantique sur ce score de 2-0. C'est sévère, c'est vrai, comme va le souligner Mickaël Landreau, mais également la réaction de Claude Puel, très heureux de cette victoire ce soir après cette semaine de Ligue des Champions. Il attendait beaucoup de cette rencontre. Ce soir c'est difficile parce que je pense qu'on ne mérite pas le résultat et que on a fait une belle prestation. Je crois que on peut s'appuyer sur ce match-là, même si à l'arrivée on ne gagne pas. On connaît Lille de toute manière. C'est pas une équipe qui est facile à jouer, qui se crée beaucoup d'occasions, mais ils sont très efficaces. Oui, je pense que c'était très, très important. On le sait, après un match de Coupe d'Europe, il y a un petit peu de décompression, il y a de la fatigue également, physique, morale. Et d'avoir fait un tel match, surtout une bonne deuxième mi-temps, c'est très bien. Si on veut s'inscrire dans la durée, dans la régularité, on était obligé de passer par là. Oui, je pense que c'était très, très important. On le sait, après un match de Coupe d'Europe, il y a... Voilà, Lille qui restait sur 2 matchs sans succès en championnat et Nantes qui n'engrange qu'un seul point sur 15 possibles lors des 5 derniers matchs. Et puis évidemment, on va voir dans un instant l'un des héros de la soirée, Jean Makoun. Mais juste un petit détour par Nice où un ancien Nantais nous attend pour le rendez-vous tout à l'heure et le résumé de la rencontre entre Nice et Auxerre. C'est Marama Vairua qui a regardé évidemment attentivement la prestation de son ancienne équipe. Jean Makoun donc, ce garçon pas très grand mais beaucoup de talent, a marqué 4 buts cette saison, 4 buts de la tête, c'est exceptionnel. Le premier c'était contre Rennes, le deuxième contre Ajaccio de la tête avec une variété de coups assez impressionnante, le troisième face à Nice de la tête. Et le dernier, vous venez de le voir dans le résumé, ça fait 4 pour Jean Makoun. Et la rencontre Lille-Nantes est évidemment une rencontre que vous avez pu suivre dans le Zap Foot sur Foot Plus avec Eric Bénard et Yves Colleux. Le monde du silence, c'était le Stade du Rail ce soir avec une rencontre à huis clos, on en a parlé, entre Nice et Auxerre, comme ce fut le cas d'ailleurs l'an passé entre le Paris Saint-Germain et Bastia. Une sanction qui a été infligée aux Niçois après les débordements de la 6e journée face à Saint-Etienne. Pas évident par conséquent pour les hommes de Frédéric Antonetti qui ne sont pas très à l'aise à domicile. Une seule victoire depuis le début du championnat et ils jouaient donc dans une ambiance plutôt surréaliste. Tendez l'oreille avec Philippe Brouet. Oui, voilà, ce monde du silence, ou presque, puisque l'hymne de Nice, à la gloire de la ville, retentit. Et puis quelques 25 privilégiés. Vous connaissez, Lionel, ces immeubles qui entourent le Stade du Rail. Et bien ce soir, on avait fait presque salle à manger comble dans les rues de Nice. Près de 200 supporters qui vont animer le premier quart d'heure, qui vont même, avec des petits parachutes, envoyer des feux d'artifice. Monsieur Cailleux, l'arbitre de la rencontre, laissera rentrer tout cela dans l'ordre. Et le premier quart d'heure est à l'avantage des Auxerrois de Jacques Santini qui viennent inquiéter, comme ici avec ce ballon sur le poteau Grégorini. Il y avait une très légère position de hors-jeu notée par monsieur Caillot, qui n'est pas évidente sur cette image. En tout cas, Benjani pour l'instant, Lachuer organise très très bien les choses du côté des joueurs de Jacques Santini, avec Kallenberg qu'on voit très souvent. Des ballons qui arrivent pour inquiéter Samy Traoré, le capitaine niçois, et l'ensemble de ses défenseurs. On attaque et on insiste du côté d'Auxerre pour essayer de battre Grégorini. Il faut rappeler la belle série des 4 victoires sur les 5 derniers matchs des Auxerrois. Après 20 minutes de torpeur, les Niçois vont sortir un petit peu et essayer de se réveiller sous les ordres de Frédéric Antonetti, à l'image ici de Koné, qui tente des choses, mais pour l'instant Vairua, Koné et tous les attaquants mis en place par Antonetti ce soir du côté du Stade du Rail ne réussissent pas à se défaire de la tenaille auxerroise. Attention à ces coups de pied arrêtés, on joue rapidement, c'est Koné qui est servi, Koné qui frappe, mais encore une fois voici l'illustration de la première demi-heure du côté de Nice. On tente, maintenant on se rapproche début de Fabien Cole, mais on reste imprécis. Alors du côté d'Auxerre, on essaye d'en profiter, on a des possibilités de marquer le premier but devant ces tribunes vides, mais là aussi il y a un peu de maladresse. Maladresse du côté d'Auxerre qui fâche, vous l'avez vu, Antonetti, parce que lui pense à ses joueurs. Attention, moment important, 34e minute, le coup franc directement, ce ballon est au fond, c'est Marama Vairua qui réussit enfin à déclencher véritablement cette première mi-temps du côté
de Nice. Et vous avez vu que Fabien Cole n'a pas de chance parce que Marama avait un bel écran vide là. Le trou était fait et c'est le 40e but en Ligue 1 sous les yeux de ce public. Les pompiers étaient comptés ce soir. À Auxerre, on avait droit à 8 personnes du côté du staff de Nice. Vous l'avez vu dans les tribunes avec le président Cohen. On avait droit à 15 personnes. C'est très rigoureux, un huis clos. La deuxième période avec une nouvelle fois les Auxerrois à l'attaque. Et regardez bien ce ballon. Lachuer, semble-t-il, est accroché par Tchato. Alors monsieur Cailleux dit qu'on peut jouer, il n'y a rien. Mais regardez le bras gauche de Lachuer avec ce brassard qui apparemment ne descend pas tout seul. C'était une grosse occasion pour les Auxerrois. On est toujours à 1-0 à l'avantage des joueurs de Nice qui ont une nouvelle frayeur. Gregorini s'est pas entendu avec Abardonado. Ça ne profite pas au Danois Kallenberg. On sait que les Niçois ont besoin bien évidemment de points. Ils veulent décrocher cette deuxième victoire à domicile. Alors ils tentent maintenant d'inquiéter une nouvelle fois les défenseurs de Fabien Cole avec toujours Koné qui s'est échappé avec dans son dos Souleymane Camara. Mais ça reste imprécis et pour l'instant le match est bloqué du côté des attaquants niçois. Santini veut que ses joueurs poussent. Nous sommes dans les 10 dernières minutes. Nouvelle claquette de Gregorini et c'est vrai que le dernier quart d'heure est nettement à l'avantage maintenant des joueurs de l'Agia qui poussent. Ça vaut le coup, on s'arrache. Et en face il y a Antonetti qui dit que ça vaut le coup de s'arracher. Bien évidemment il faut la décrocher cette deuxième victoire au Stade du Rail. Attention à ces dernières occasions toujours pour les Auxerrois avec une nouvelle frappe qui n'est pas cadrée et qui passe au-dessus des buts de Gregorini. Les dernières intentions Auxerrois sont toujours là. Mais ça se termine bien pour Antonetti qui peut enfin souffler. Et du côté des supporters des Vénards ce soir autour du Stade du Rail, on peut fêter enfin cette deuxième victoire. Santini lui n'est pas content de ses Auxerrois. Quand on est quatrième du championnat, on doit donner un autre spectacle que mes joueurs ont démontré ce soir. Mais je ne suis pas trop déçu parce que à l'extérieur, mes joueurs n'assurent même pas le minimum, c'est-à-dire au moins de garder notre cage inviolée. Et j'espère que le point ou les 3 points qu'on aurait pu prendre avec un peu plus de conviction ce soir, même si les Niçois ont fait leur match, j'espère qu'on ne va pas le subir dans les prochaines semaines, d'autant plus qu'avec la réception de PSG et un déplacement à Geoffroy Guichard, ce seront des matchs encore d'une autre complication. Merci beaucoup. Merci. 4 défaites à l'extérieur, en 7 matchs à l'extérieur pour l'équipe d'Auxerre. Et le deuxième but cette saison pour Marama Vairua. Le premier, c'était déjà sur coup franc face à 3 au début de la saison. Donc le Tahitien a encore frappé. Marama Vairua, bonsoir. Félicitations déjà. Jouer à huis clos devant quasiment personne. Ça fait quoi ? C'est compliqué, c'est vraiment pas facile à gérer ces situations-là parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer sans nos supporters et surtout que cette saison on a du mal à gagner, donc on avait absolument besoin de tout le monde ce soir. Mais bon, on a réussi à faire le match qu'il fallait, c'est-à-dire à marquer et ensuite tenir le coup jusqu'au bout parce que c'était pas une équipe facile à jouer ce soir. Marama, c'était la première fois dans votre carrière qui commence à être longue. Maintenant, vous avez dépassé les 150 matchs en Ligue 1 que vous jouiez à huis clos. On va revoir cette image parce que le coup franc, là, vous avez profité de ce trou béant. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez vraiment à l'entraînement ? Ouais, c'est vrai que depuis que l'entraîneur est arrivé, il y tient beaucoup sur les coups de pied arrêtés parce que c'est vrai que le football d'aujourd'hui, on a vu déjà avec Lyon que tellement compliqué à marquer dans le jeu que des coups de pied arrêtés sont très importants et donc on a beaucoup travaillé. Mais c'est vrai que ce soir aussi, c'est grâce à mes coéquipiers qui bougent bien l'angle de vue de Cole, donc j'ai la chance de bien la placer où je veux. Les Niçois, Frédéric Antonetti en tête, trouvent que vous n'êtes pas à votre place, vous devriez avoir 4-5 points de plus, c'est votre avis? Qu'est-ce qui manque à Nice pour monter un peu? Il manque nos matchs perdus à domicile et parce que ce sont des points perdus bêtement. Il y a eu des situations, on va pas revenir, un peu compliquées. Surtout qu'on fait des bons matchs à l'extérieur, des bons résultats. Donc à la maison, ça aurait été bien de continuer sur nos lancées, cette lancée-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, Lionel, une dernière info. Dans les rues de Nice, en ce moment, on fête la victoire aux alentours du Stade du Rail. Il y a beaucoup de forces de police, mais tout est calme. Et finalement, tout s'est bien passé dans ce match presque silencieux. Mais vous l'avez entendu, il y a eu quand même du bruit. Voilà. Oui, j'aimerais juste demander à Marama si ça lui a pas rappelé un peu son enfance, cette ambiance assez silencieuse. Est-ce que vous aviez l'impression de jouer avec vos copains dans la cour ?
Si, c'est vrai. Je disais justement à mes coéquipiers que ça me rappelait un peu mon pays quand je jouais. Et encore, il y avait quelques supporters quand même. Mais donc voilà, c'est l'occasion en plus que de leur passer un petit coucou à ma famille, à tout le monde. Et surtout à l'oncle de ma femme, comme je l'ai dit, qui est malade. Et donc je lui ai dédié ce but-là. Et un gros bisou à toute ma famille. Merci Marama. Et continuez à pagayer, hein, bien sûr. En Ligue 1. Merci beaucoup et merci à Philippe Bruet. On enchaîne avec la rencontre que nous vous proposions sur Canal dès 17h15 cet après-midi. La rencontre des extrêmes, puisque le dernier, Metz, recevait le premier, Lyon. Pas de miracle, hein. L'Olympique lyonnais s'est imposé 4-0 sous le regard avisé de notre consultant Giroud qui analyse cette rencontre comme chaque semaine. Mise en image Stéphane Misselin et montage Didier Delzor. Les Messins l'ont pris en professionnel et pas en équipe amateur. C'est qu'ils ont commencé par attaquer, ils ont essayé de bousculer les Lyonnais en pensant peut-être qu'ils étaient fatigués du match de Coupe d'Europe. Et ils ont commencé par dominer le match et ils se sont fait contrer. Voilà l'histoire de ce match. Attention, c'est parti à nouveau avec John Carou, toujours dans le dos. Ça va finir par marcher pour les Lyonnais. Carou, le but. Voilà Carou qui n'est pas marqué depuis un mois et demi. Une bonne balle en profondeur sur le côté gauche. Carou a le mérite de savoir éliminer les deux joueurs et met un tir canon à l'intérieur du poteau en pleine lucarne. C'est un but d'avancement puissant qui s'est joué au foot et c'est le cas de Carou. Wiltor, Malouda. Attention, c'est encore un bon ballon dans le dos vers Jérémy Berthaud qui va centrer pour Carou. Non, Juninho, frappe de Juninho et 2-0 pour Lyon. Est en démonstration à Metz. Après un contrôle que moi j'appelle à la papa et que certains ont appelé de futsal, Juninho a mis le ballon dans la partie libre du but. Vous voyez, c'est 1, 2, 3. On retourne là-bas pour chercher le troisième homme qui n'est pas hors jeu du tout. Et tout le monde est lobé. Les Messins sont complètement hors de position par cette action à 3 et surtout des gestes techniques réussis. Et puis après, c'est une interception. Les Messins se font intercepter des balles parce que les Lyonnais sont attentifs. Malouda pour Wiltor, coup de tête et 3-0. Le football, c'est très simple. Pousse 2 fois la balle, centre, et le centre n'est ni trop long ni trop court, comme certains centres messins. Les Lyonnais qui font peur en plus à l'adversaire. Attention, Florent Malouda. 4-0, oui, c'est cadré. 4-0. Et là, par contre, vous voyez une faute de Thiago qui lui permet de récupérer la balle, qui a échappé aux arbitres. Et Malouda, lui, ne manque pas l'occasion. Il paraît que c'est son premier but. Eh bien, c'est pour ça qu'il est si content. Il y avait une énorme différence de potentiel entre les deux équipes. Et comme personne n'a triché, on a vu un beau match et un gros score. Giroud et cette rencontre entre Metz et Lyon sur une réalisation de François-Charles Bidault. 4e victoire consécutive pour les Lyonnais. C'est exceptionnel puisque ça n'était pas arrivé lors des titres précédents pour l'Olympique lyonnais. Et une statistique inquiétante pour Metz, autant de points que de buts marqués, soit 4 points. Joël Muller, pour le coup, l'entraîneur lorrain, est particulièrement inquiet. Il s'est confié à Dominique Armand. Difficilement, parce que bon, je suis revenu avec plein d'attention à Metz. J'aime ce club, j'aime tout ce qui en fait sa force. Et aujourd'hui, de voir le président, de voir les supporters déçus, de voir tous les gens qui nous aiment bien déçus, c'est difficile à vivre et à supporter, parce qu'on a tous l'intention de bien faire. Alors, je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie, mais j'aimerais bien quand même connaître le plaisir d'une victoire assez vite pour simplement prendre un petit peu de bonheur.
Situation critique pour le FC Metz. Regardez le tableau que nous propose Eric Souriou, tableau des records des plus mauvais départs après 12 journées. C'est Brest qui le détient avec ce résultat de 2 points seulement en 79-80. Mais Metz est en situation délicate puisque les 3 clubs, vous le voyez, qui avaient engrangé le même nombre de points, sont descendus. Toulouse-Bordeaux maintenant, c'est le derby de la Garonne. 2 équipes refroidies par Nancy et Sochaux le week-end dernier. Les Girondins, 2e ex-aequo avec Paris, s'apprêtent à vivre un rendez-vous particulier. Bonsoir Xavier Giraudon et Guy Lacombe. C'est vrai que ce Toulouse-Bordeaux, c'est toujours quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'opposition entre Saint-Etienne et Lyon, ni Lille-Lens, mais c'est vrai qu'il y a une compétition économique entre les deux villes. Sportivement, au niveau du rugby, c'est Toulouse qui domine. Au niveau du football, ce sont les Girondins de Bordeaux. Mais depuis quelques années, sur les 4 derniers derbys, le Toulouse, version Sadran, remporté 3 victoires. Alors, est-ce que Toulouse a gardé sa domination régionale sur les Girondins de Bordeaux ou est-ce que ça a été inversé? La réponse est tout de suite en images. On part du côté du stadium pour voir ce qui s'est passé ce soir avec l'Aslan titulaire à la place de Darcheville et des Toulousains qui avaient prévenu on va presser les Bordelais pour d'entrée jauger un peu leur qualité, et tout de suite Morera comme souvent qui met Toulouse dans le sens du jeu. Oui, Morera qui est auteur des 2 derniers buts pour Toulouse et effectivement met de la percussion dans la partie. Bordeaux finalement qui a peu le ballon dans l'entrejeu, qui se fait prendre dans le dos, comme l'avait dit d'ailleurs Daniel Morera avant le match. On va essayer de trouver des espaces dans le dos des défenseurs girondins. C'est lui qui est au départ de l'action, la remise derrière, et Bergogneau qui ne peut cadrer sa frappe. Les Toulousains, encore une fois, on est toujours quasiment dans ce premier quart d'heure où on voit une équipe haut-garonnaise dominée, surtout arriver à changer le jeu de la droite vers la gauche. Jérémy Mathieu a bien vu la position de Morera et de Santos. La volée de Santos, elle est belle. Toujours pas de premier but au stadium pour le Brésilien. Quelle volée et quel arrêt de Ramé. Oui, action remarquable des Toulousains. Un changement de jeu aveugle de Lolo Batles. Changement également, un centre de Mathieu. Une très très belle reprise de Santos et un arrêt magnifique de Ramé. Et les Bordelais, me diriez-vous, il faut attendre une demi-heure pour voir l'ouverture de Denilson pour Chamac entre Aubet et Harry Bagé. Chamac qui n'a toujours pas, semble-t-il, digéré ce revers douloureux, l'élimination en Coupe du Monde avec le Maroc, et le retour bienvenu de Dominique Harry-Bagé qui apporte son expérience aux Toulousains, eux qui ont pris beaucoup de buts cette saison sur des erreurs individuelles. On se dit qu'on va arriver à la pause sur ce 0-0. Ballon pour Morera à l'extrême limite du hors-jeu. Le contrôle de la tête est parfait et le Scorpion a encore frappé. Beaucoup auraient cherché le dribble. Le centre, lui, est un vrai buteur à l'extrême limite du hors-jeu, mais on le verra tout à l'heure couvert par Marc Planus, le petit ballon de la tête et le geste technique de qualité. Ouais, geste remarquable après un appel remarquable également, et surtout il se sert du défenseur pour le bloquer et là il fait le geste parfait au 2e poteau. 61e but, son 3e cette saison de Morera, qui derrière joue les acteurs en vogue pour surfer victorieusement dans la surface girondine. Lui qui voit vraiment Toulouse européen dans les 3 années à venir, le tout sous les yeux d'un Toulousain bordelais, Alain Giresse, qui voit 2 Girondins rentrer, Darcheville et Francia, qui frappe ce corner. On joue depuis 2 minutes en 2e mi-temps. La volée de David Gemali, c'était dur en reculant, il va se blesser quelque peu et souffrira tout au long de la rencontre. Juan Pablo Francia, il a peu joué jusqu'alors, on le retrouve côté droit, on joue depuis 50 minutes. Le centre de Francia et la sortie bienvenue de Revaux. Oui, une très bonne sortie heureusement, mais derrière il y a ce coup franc pour les Girondins. 56e minute, vous nous l'avez dit en direct, Juan Pablo Francia, c'est un spécialiste de ce genre d'exercice et c'est lui qui enroule ce ballon merveilleusement, avec un petit comparatif avec un illustre Brésilien d'ailleurs. Oui, il fait un coup franc à la raille et effectivement il fait semblant de tirer côté droit et il le met côté gauche. C'est un geste technique d'une rare pureté. Voilà une égalisation en tout cas qui sanctionne un bon quart d'heure et encore un bon coaching de la part de Ricardo qui avait fait rentrer Alonso face à Sochaux. Il avait marqué, il fait rentrer Francia, c'est lui qui marque. Derrière, nouveau coup franc, c'est quasiment dans la minute qui suit, c'est Laurent Batles pour le frapper. Là aussi c'est une tactique préparée à l'entraînement et le leur au centre a failli marcher. Oui, c'est un travail de stratégie. Effectivement, tout le bloc attire les Bordelais. Santos est au 2e poteau. Malheureusement, il ne cadre pas sa frappe. Dès lors, les Girondins ont fait le plus difficile, ils sont revenus au score. Et Santos, qui a du mal à être alerté dans la surface, n'hésite pas à décrocher pour tenter de marquer ce premier but au stadium. Cette frappe passe à côté. Les Bordelais, finalement, vont être un petit peu moins dangereux en fin de rencontre. Faubert est rentré. Un nul ici serait quand même une bonne opération. Jurietti dans la surface, il avait le choix entre le centre ou le tir. C'est un petit peu des deux. Il était en bout de course. Dommage parce qu'il y avait du monde au centre. Oui, il y avait du monde aussi au 2e poteau, mais malheureusement, il ne le voit pas. Donc, il essaye de frapper au but. La colère d'Éric Mombert serait démonstrative parce que Toulouse a du mal à utiliser ses ballons
De contre, il y a des espaces. Morera, le buteur, se met en passeur. Albin Bondo a levé la tête. Dire Santos au premier poteau. Il y avait surtout au point de pénalty Laurent Batles. C'était peut-être le choix à faire. Oui, 88e, les joueurs sont fatigués. Effectivement, on voit bien que Bondo fait un très bon appel de balle. Et il veut mettre le ballon entre le gardien alors que Laurent Batles était en position de recevoir une offrande capitale. Et Toulouse donc qui ne perd pas contre son voisin bordelais. C'est aussi le 9e match sans défaite pour les Girondins. Score nul 1 partout entre Toulouse et Bordeaux. Alors on va donc analyser cette rencontre. On va d'abord revenir sur ce qui a pu être un incident de jeu. Y avait-il ou non hors-jeu tout à l'heure sur l'ouverture des Bondo à destination de Morera? On a calé une double image au départ avec une image arrêtée sur Bondo et sur l'appel de balle de Morera. Regardez ce que ça donne. C'est en temps réel. Le ballon est dans les pieds des Bondo. Guy. Ouais, c'est justifié, il y a un hors-jeu, il n'y a pas de tout hors-jeu puisque Planus couvre complètement l'appel de Daniel Morera. C'est très bien arbitré. Et derrière le travail de Daniel Morera, un nul logique pour vous? Oui, c'est un nul logique parce que Bordeaux était en demi-teinte en première période. Sur la deuxième occasion, Toulouse marque. Et en deuxième période, on a vu un tout autre Bordeaux qui était conquérant, qui a voulu revenir au score. Et ils égalisent logiquement. Alors, on va écouter deux des acteurs de ce Toulouse-Bordeaux. Le buteur, il joue peu. Il a marqué un but bigrement important. C'est l'Italo-Argentin Juan Pablo Francia. Ne vous méprenez pas, il a le maillot de Toulouse. Et c'est bien un Bordelais. Francia en premier. Et derrière, l'analyse très juste, comme toujours, de Daniel Morera. On les écoute au micro de Gaëtan Huard. Depuis le début de saison, je ne joue pas beaucoup. J'attendais ma chance. Aujourd'hui, je suis rentré une mi-temps. J'ai eu la chance de marquer le but. Je pense que j'ai fait une bonne rentrée. Et je suis très content pour la suite. Il y a eu un bon match. Il y a eu une belle réaction de notre part par rapport à la défaite à Nancy. On a peut-être un peu plus d'occasions que Bordeaux. Mais en deuxième période, on a senti un Bordeaux qui était beaucoup plus en confiance, qui nous a fait un petit peu tourner en bourrique parce qu'il gardait beaucoup le ballon. Et voilà, je pense que c'était quand même un bon match et tout le monde s'est régalé. Merci. Alors, juste une question à Guy Lacombe. Guy, moi j'aimerais avoir votre avis d'expert concernant le niveau de jeu de Bordeaux. Est-ce que les Girondins peuvent garder déjà ce niveau toute la saison et surtout aller chercher Lyon? Est-ce que c'est une équipe qui peut terminer très fort? Garder ce rythme, je pense qu'ils sont capables, effectivement. Par contre, aller chercher Lyon, ça c'est autre chose, de la mesure où Lyon a un rythme de croisière impressionnant. Et je dirais que peut-être la Champions League va les retarder un petit peu, mais de là à ce que Bordeaux revienne sur eux, ce sera un petit peu compliqué, je pense. Merci à Guy et merci à Xavier Giraudon. Bon retour et bonne soirée. L'autre dauphin de l'Olympique Lyonnais, évidemment, c'est le Paris Saint-Germain. Le PSG qui recevait ce soir Nancy. Paris s'est-il remis de sa défaite à Marseille la semaine dernière dans un contexte assez pestilentiel, c'est vrai. C'est en tout cas l'ASNL. 4 succès consécutifs et deuxième meilleure attaque du championnat qui vient défier Paris au Parc. David Berger. Et Laurent Fournier souhaitait une véritable révolte du PSG. Il avait trouvé ses joueurs un petit peu trop gentils, peu trop laxistes à Marseille. Le Parc des Princes, on l'a vu, également bien rempli. Espérait une nouvelle victoire de son équipe dans ce match qui semblait anodin en début de saison et qui finalement s'avère un beau choc de cette 12e journée. Premier centre de Roten repoussé par Brassigliano. Des Parisiens qui rentrent bien dans cette rencontre, mais on n'a pas le pressing attendu. Et en face, on a une très très belle équipe de Nancy. C'est un début de match très équilibré avec beaucoup de volonté de part et d'autre. Ici, Kroupi qui tente son premier tir. C'est bien capté par Letizy. C'est également le duel entre le meilleur buteur du championnat, Paoletta, 7 buts, et cet homme, Kroupi, deuxième meilleur buteur du championnat, 5 buts. Laurent Fournier un petit peu inquiet parce que ses joueurs sont dans l'incapacité de vraiment prendre ce match par le bon bout. C'est difficile de buter tout le temps sur cette défense nancienne bien regroupée, bien en place. Du coup, Paoletta très peu de ballons et c'est une frappe ici d'Edouard Cissé. C'est évidemment quasiment l'équipe type du PSG. On note évidemment l'absence de Christophe Landin blessé à Marseille. Un match vivant, beaucoup de rythme avec ici la réaction nancéenne, la sortie de la tête de Rosenal devant Letizy et une bonne frappe. C'est repoussé ensuite, c'est dévié par Elie Kroupi. Une équipe de Nancy qui joue bien, qui pour la première fois de la saison se retrouve dans le top 10 à la 8e place, et des Parisiens qui n'arrivent pas à se créer de véritables occasions franches. Les deux attaquants, Kalou et Paoletta, pour l'instant un petit peu discrets, ils n'ont pas de bons ballons et du coup c'est un milieu, c'est Jérôme Roten qui tente sa chance. Beaucoup de tirs hors cadre dans cette première période, mi-temps sur ce score de 0-0 avec la dernière action quand même de cette première période. On revoit et toujours pas de Kalou ni de Paoletta. C'est ici un centre pour personne, ce ballon qui rebondit
Roten, Paoletta et c'est toujours Edouard Cissé qui se montre dangereux, mais ça passe quand même très nettement au-dessus. 0-0, donc on l'a dit, un petit incident en seconde période avec une image insolite puisque Nguemo va arriver 3 minutes après le coup d'envoi de cette seconde période. Il était aux toilettes et le voilà de retour. Nancy est à 11 contre 11, des Parisiens qui vont alors adopter une meilleure organisation tactique. Vicage Dorasso va se retrouver côté droit. Cissé dans l'axe, ça joue mieux, ça combine mieux et Kalou pour la première fois se retrouve en position idéale. Il ouvre le score, 1-0 pour le PSG, le 3e but cette saison de Bonaventure Kalou. Tous ses buts inscrits au Parc des Princes, ça lui fait plaisir évidemment et c'est la première fois qu'un défenseur nancéen n'a pas réussi à prendre le dessus, a laissé sans doute trop d'espace à son vis-à-vis. Regardez la bonne passe de Sylvain Armand, il est loin Diakhaté et du coup Kalou réussit le crochet puis frappe tout en puissance. 1-0 après 53 minutes. Des Nancéens beaucoup moins conquérants dans cette seconde période. Nancy qui est pourtant la bête noire du PSG. Ça fait 14 ans que Paris ne s'est pas imposé contre cette formation lorraine. Mais qu'elle sera dure cette seconde période avec quand même une bonne récupération ici. On le voit, le jeu parisien un petit peu plus en progrès dans cette seconde période. Paoletta qui tente de passer, qui frappe. Ça manque de puissance et toujours ce match qui reste très équilibré. On est dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Des Parisiens qui ne sont pas à l'abri. Un joli geste, mais c'est hors des limites de la pelouse. Il s'agit de Pablo Correa. Les Nancéens qui voulaient réussir un joli coup. Alors ils vont y croire jusqu'au bout. Biancalani qui a donné en retrait à Nguemo. Le centre d'Nguemo pour Curbelo. Le contrôle, la frappe de Curbelo. Bien capté par Lionel Letizy. Des Nancéens qui n'arrivent plus dans cette fin de match à contrer les Parisiens, essayer de se montrer un peu plus dangereux. Et Paris qui va gérer cette fin de match avec Lionel Letizy qui capte ce ballon, qui n'a pas eu beaucoup de travail finalement à accomplir. Pablo Correa qui demande encore à ses joueurs d'y croire jusqu'au bout et ça contraste avec l'agacement de Laurent Fournier qui n'est pas satisfait du jeu fourni par son équipe. Et pourtant, pour l'instant, le PSG tient sa victoire. Ce serait également la 4e défaite pour Nancy à chaque fois en déplacement sur ce score de 1-0. Dernière offensive dans le temps additionnel, c'est Paoletta qui décidément n'a pas été en réussite aujourd'hui, mais l'essentiel est quand même acquis pour le PSG qui a réussi à digérer, à effacer la défaite à Marseille le week-end dernier sans vraiment convaincre. Le PSG reste tout de même intraitable à domicile et s'impose 1-0. On va écouter la réaction forcément déçue au micro de Lucien Dabila de Pablo Correa, l'entraîneur nancéen. Oui, on est déçu parce qu'on perd pour la plus petite des scores et on perd sur un bon coup de Kalou et pour autant on avait prévenu ça. Mais c'est un goût inachevé en fait parce qu'on n'a pas tenté, on n'a pas osé, surtout en première mi-temps on était trop nerveux. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus pour venir à sortir quelque chose d'ici des parcs. Et la fin de série donc pour l'AS Nancy-Lorraine, mais enfin le bilan est satisfaisant pour l'instant et des chiffres très impressionnants pour le Paris Saint-Germain à domicile. 18 points sur 21 possibles engrangés par le PSG au Parc des Princes. Le PSG qui marque toujours au Parc. Il y a juste eu cette anicroche, cette défaite à Nice, face à Nice au Parc des Princes. On va rester d'ailleurs au Parc avec David Berger qui est en compagnie du sauveur Bonaventure Kalou qui n'avait plus marqué depuis le 10 septembre. C'était face à Strasbourg, David. Oui, Lionel, en compagnie du buteur de la soirée, Bonaventure Kalou. Bonaventure, on attendait une révolte du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas vraiment eu une. Ça a été une victoire difficile quand même, dans la douleur. Oui, on a gagné dans la douleur ce soir. On s'attendait à un match assez difficile parce que Nancy, c'est une équipe quand même qui restait sur 4 victoires d'affilée. Donc on s'attendait à un match très très dur et en tout cas ils nous ont posé pas mal de problèmes. Mais le plus important ce soir c'était de gagner. Et pour vous c'est un 3e but de la saison. Pourtant vous n'avez pas eu beaucoup de ballons aujourd'hui. Oui, j'en ai pas eu beaucoup d'exploitables, mais bon. Dans ces cas-là, faut rester concentré jusqu'au bout. Et le seul ballon qu'on a, on essaie de l'exploiter au maximum. On sait que vous avez passé une soirée difficile d'un point de vue personnel la semaine dernière à Marseille. Est-ce qu'il y avait une revanche particulière pour vous aujourd'hui ? Non, pas vraiment. C'est vrai que je suis revenu assez frustré de Marseille parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose là-bas. Et j'étais assez déçu, mais bon, le plus important pour moi reste toujours
le match suivant, je ne m'attarde pas sur ce qui est passé. Non, je n'avais pas à l'esprit le match de Marseille ce soir. Et d'un point de vue personnel également, il faut retenir votre but uniquement ou retenir que le PSG a eu quand même des difficultés à retrouver un vrai collectif aujourd'hui? Il faut retenir les deux et en tirer des leçons. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux ce soir, mais bon, à la mi-temps, l'entraîneur nous a un peu remonté les bretelles parce que même quand on traverse un soir difficile, il faut qu'il y ait un peu d'engagement. Il n'y en avait pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a essayé de remettre les choses en place, d'avoir un peu plus de combativité et ça a payé. Et vous consolidez votre deuxième place au classement et ce profil, un certain Auxerre PSG dimanche prochain, vous y pensez déjà forcément? Oui, j'en ai parlé un peu hier avec Akale. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre de fouler la pelouse de la Baie des Champs avec un autre maillot, mais j'ai passé de bons moments là-bas. Et ça sera un match très particulier sur un plan personnel, mais bon, je suis maintenant parisien et il n'y a que le bonheur du Paris Saint-Germain qui est important, même si Auxerre a une place très importante dans mon cœur. Il y a un petit défi avec Akale, celui qui va marquer. Vous êtes lancé un petit défi tous les deux? Ouais, un petit défi vite fait, mais bon, j'espère que comme d'habitude, il va perdre. Ce sera en tout cas en direct évidemment sur Canal dimanche prochain. Voilà le PSG qui s'impose pour la 6e fois en 7 matchs à domicile. Le PSG toujours meilleure équipe à domicile du championnat. Et le Paris Saint-Germain, seul deuxième, David, de ce classement, encore à la pêche à Lyon, en quelque sorte. Et Bonaventure Kalou, qui pourra donc jouer ce match contre Auxerre, puisqu'il purgera sa suspension en Coupe de la Ligue mercredi pour la rencontre face à Troyes. Avant ce Paris Saint-Germain-Nancy, eh bien les Parisiens ont cédé eux aussi à la mode du calendrier, habillés, rassurez-vous. Voici quelques images du making-of de la séance photo qui s'est déroulée au camp des loges. Tous les joueurs y sont passés. Chacun pouvait imaginer sa posture, sa pose. Donc on a vu le très imaginatif Mendy, Lionel Letizy dans un style un peu plus serein. Tous les joueurs y sont bien sûr. Paoletta également, Landrin. Le calendrier 2006 qui est en vente à partir du 27 octobre chez Hugo Sport. Voilà. Avant de récapituler tous les résultats de